Bonjour à toutes et à tous. Le changement climatique, on en entend parler absolument tous les jours. Mais est-ce qu'on a bien conscience que c'est devenu un enjeu de pouvoir? Un enjeu qui redessine les alliances et les conflits dans le monde. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On s'attaque à un sujet qui est au cœur de votre programme de terminale en HGGSP, le changement climatique comme enjeu géopolitique. C'est un chapitre vraiment essentiel, non seulement pour comprendre les tensions du monde actuel, mais bien sûr aussi pour cartonner au baccalauréat. Alors on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Regardez bien cette carte, elle est fondamentale. Elle ne montre pas juste des risques météo, non, elle dessine une véritable géopolitique de la vulnérabilité. On voit très clairement que les zones en rouge, celles qui sont à risque extrême comme le Sahel ou l'Asie du Sud-Est, eh bien ce sont aussi celles qui ont le moins contribué historiquement aux émissions de gaz à effet de serre. C'est cette injustice profonde qui est le point de départ de toute notre réflexion. Voilà, donc la question qui va nous guider. Comment est-ce qu'un sujet qu'on voyait au départ comme purement environnemental est devenu un enjeu de pouvoir, un enjeu de sécurité et surtout un enjeu de justice à l'échelle de la planète? C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble. Alors, par où on commence? C'est bien par une notion qui est devenue absolument centrale, la justice climatique. Parce que le point de départ de toute l'analyse géopolitique du climat, c'est de bien comprendre que ce phénomène n'est pas neutre. Au contraire, il vient révéler et même aggraver des inégalités qui étaient déjà bien présentes. La justice climatique, c'est vraiment une notion essentielle à maîtriser pour le bac. Elle repose sur un double constat, très simple à comprendre. D'un côté, une responsabilité historique inégale, celle des pays industrialisés principalement. Et de l'autre, un impact tout aussi inégal, où les plus pauvres subissent les conséquences les plus graves. Le point crucial, c'est cette déconnexion totale entre ceux qui émettent et ceux qui subissent. Pour faire une image, c'est un peu comme si votre voisin organisait une fête hyper bruyante tous les soirs, mais que c'était vous qui aviez la migraine le lendemain matin. Voilà, l'injustice climatique, c'est ça. Et regardez bien cette citation, elle est super importante. Pourquoi? Parce qu'elle montre que ce concept de justice climatique n'est plus seulement une idée défendue par des ONG ou des militants. Non, il est entré dans le discours officiel des chefs d'État, ici lors de l'ouverture de la COP21 à Paris. C'est devenu un véritable enjeu dans les négociations internationales. Et ça, ce n'est pas juste une opinion politique, c'est la science qui le dit. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, c'est la référence scientifique sur le sujet, le dit noir sur blanc. Les risques climatiques frappent beaucoup plus durement les populations désavantagées. C'est un argument d'autorité que vous pouvez et même que vous devez mobiliser dans une copie du bac. Alors concrètement, de qui on parle quand on dit les plus vulnérables? Eh bien, il y a bien sûr les populations pauvres, mais aussi, de manière plus spécifique, les femmes et les enfants, qui dans beaucoup de sociétés sont plus exposés aux risques. Et puis, il y a une dimension géographique évidente, les territoires insulaires menacés par la montée des eaux, les littoraux de basse altitude, et les outre-mer français en sont un exemple parfait. Retenez bien ce chiffre, 80%. C'est énorme. Il illustre parfaitement la situation complètement paradoxale des Outre-mer. D'un côté, ils sont des hotspots de biodiversité, ce qui leur donne une importance stratégique mondiale, et de l'autre, leur géographie les met en première ligne face à la montée des eaux et aux cyclones. C'est un excellent exemple à utiliser au bac pour illustrer la notion de vulnérabilité à l'échelle nationale. Allez, on passe à notre deuxième grande partie. Le changement climatique, ce n'est plus seulement une question de justice. C'est de plus en plus vu, de plus en plus analysé comme une menace directe pour la sécurité internationale. Et là encore, c'est le GIEC qui nous le dit, et qui nous invite à la nuance. Attention, le rapport ne dit pas que le climat crée des guerres. Il dit qu'il peut agir comme un multiplicateur de menaces. En clair, vous prenez une région déjà instable, avec des tensions politiques ou sociales, et vous y ajoutez une sécheresse terrible ou une inondation catastrophique. Eh bien, ça peut être l'étincelle qui met le feu aux poudres. Et voici comment cette menace se matérialise. C'est souvent une réaction en chaîne, vous allez voir. La raréfaction des ressources comme l'eau ou les terres cultivables, ça aggrave la pauvreté. Cette pauvreté, elle peut déstabiliser des États qui sont déjà fragiles. Et tout ça, ça peut provoquer d'immenses déplacements de population, les fameuses migrations climatiques. Alors, le terme réfugié climatique, petite précision importante, il n'a pas encore de statut juridique international. Mais il désigne une réalité bien tangible. Le chiffre de 250 millions souvent cité, il est là pour donner un ordre de grandeur. Mais, là encore, le GIEC nous invite à être prudents, c'est très difficile d'isoler la cause purement climatique d'une migration. C'est souvent un mélange de facteurs. C'est une nuance importante à apporter dans une copie. Bon, on a vu le problème, les inégalités, les risques pour la sécurité, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Quelle réponse internationale a été construite? C'est l'objet de notre troisième partie, la gouvernance mondiale du climat. Un système assez complexe qui s'est mis en place depuis une trentaine d'années. Voici les 3 dates clés à avoir en tête. 1992, Rio. C'est la grande prise de conscience mondiale et la création du cadre des négociations, la fameuse CCNUC. 1997, Kyoto, c'est la première fois qu'on essaie de mettre des objectifs chiffrés et contraignants, mais attention, uniquement pour les pays riches. Et enfin, 2015, Paris. Là, c'est un accord historique, parce qu'il est universel, tous les pays s'engagent.
L'analyse de l'accord de Paris, c'est un grand classique du bac, il faut savoir le faire avec nuance. D'un côté, les ambitions sont là. C'est le premier accord qui implique tout le monde avec un objectif clair. De l'autre côté, il y a des limites évidentes. Les engagements de chaque pays sont volontaires. Il n'y a pas de police du climat pour sanctionner ceux qui ne respectent pas leurs promesses. Et le principe de compensation pour les pertes et préjudices subis par les pays du Sud, il n'est pas contraignant. Allez, on change d'échelle pour terminer. Après l'échelle mondiale, on va zoomer sur la France pour voir comment un pays développé, qui est aussi particulièrement concerné via ses outre-mer, essaye de répondre à ce défi immense. En France, l'outil principal, c'est le PNACC, le Plan national d'adaptation au changement climatique. Son objectif, c'est de préparer le pays aux conséquences qui sont de toute façon inévitables. Les canicules, les sécheresses, les inondations. On parle donc bien d'adaptation et pas seulement d'atténuation des émissions. Mais bien sûr, ce plan a aussi ses limites. Le rapport du CSE, par exemple, souligne que la question des inégalités sociales, qui est au cœur de la justice climatique, n'est pas toujours mise au premier plan. On note aussi un manque de coordination entre les différentes échelles, l'État, les régions, les communes, et puis le défi permanent de trouver l'argent pour financer une transition qui soit juste pour tout le monde. Et pour illustrer ce dilemme, l'exemple de la taxe carbone est parfait. Sur le papier, taxer la pollution, ça semble logique pour inciter les gens à changer de comportement. Mais dans la réalité, si cette taxe n'est pas accompagnée de mesures sociales fortes, elle pèse beaucoup plus lourdement sur les ménages modestes, ceux qui dépendent de leur voiture pour aller travailler. C'est une des tensions qui a été au cœur du mouvement des Gilets jaunes. C'est tout l'enjeu d'une transition juste. Allez, c'est le sprint final. On se fait une petite synthèse rapide avec tout ce qu'il faut absolument avoir en tête pour l'épreuve. C'est le moment de sortir les fiches et les surligneurs. D'abord, le vocabulaire. Il faut être capable de définir précisément chacun de ces termes. La justice climatique, la gouvernance mondiale, la vulnérabilité, la différence entre adaptation, s'adapter aux conséquences, et atténuation, réduire les causes. Et enfin, la sécurité climatique. Ça, c'est la base de la base. Ensuite, les acteurs et les exemples. Rappelez-vous, une bonne copie, c'est une copie qui est vivante, qui est illustrée. Il faut pouvoir citer le GIEC, le rôle de l'ONU et des COP, des États, et savoir mobiliser des exemples précis, comme l'accord de Paris, la situation si particulière des Outre-mer ou le débat sur la taxe carbone. Et pour finir, le conseil méthodologique crucial en HGGSP. L'erreur à ne surtout pas faire, c'est de traiter le sujet à une seule échelle. La clé d'une super analyse, c'est de montrer que vous savez jongler entre les échelles, que vous comprenez comment une décision prise à une COP mondiale a des conséquences sur un petit territoire local. C'est ça le raisonnement géopolitique. Et on se quitte sur cette question ouverte qui résume finalement toute la tension de ce chapitre. Comment on fait pour concilier l'urgence écologique de la transition avec l'impératif social de la justice? C'est une vaste question qui montre bien que ce sujet est l'un des défis majeurs de notre époque. Merci d'avoir suivi cette analyse et bonne préparation pour le baccalauréat.